Donc on rappelle les règles, Il y a des règles? bah, mais il n'y a pas de règles. Donc maintenant on est dans l'espace du débat, donc pardon? Il n'y a pas de règles, les coups sont permis. Non, il n'y a pas de passage à l'acte quand même. Ok. Je crois que Michel, pas de questions. Oui, allez-y. Je veux juste faire une petite remarque sur les ressources addictives dont vous avez parlé dans l'une des dernières slides que vous aviez, et vous avez dit que vous ne voyiez pas de lien avec l'énergie. Mais en histoire dans notre histoire comparée, on a vu qu'il y avait un petit lien avec le thé, le café et tous les produits excitants, en fait, avec le début de la révolution industrielle. Parce que, étant donné qu'on voit, et l'alcool aussi, puisque les usines commencent à augmenter leur productivité, il faut que les ouvriers soient au travail plus longtemps. Ouais, oui. Donc on voit Sur les humains comme source d'énergie mécanique. Hein, oui, d'accord. Non, mais en fait, je fais ça aussi comme une critique de... Souvent, le sucre est agité comme une source d'énergie importante pour l'Angleterre au XVIIIe. On retrouve ça chez Mince ou chez Pomerantz. En fait, si on fait le calcul, c'est peanuts, quoi. En fait, mais par contre, les excitants, effectivement, c'est de l'énergie humaine. Où est-ce qu'il se plante, Pomerantz, dans son calcul? Il se plante, quand je compare ça avec d'autres gens, en fait, c'est-à-dire que si on ramène ça, il annonce un grand chiffre, mais en fait, si on ramène ça à la consommation calorique alimentaire des Anglais de l'époque, ça fait 5% de l'alimentation. Oui. Non, mais enfin, ça ne suffit pas à en faire un produit indispensable à l'industrialisation. Oui, oui. Sur la façon de coloniser, j'ai bien aimé le discours que c'est pas les frontières sont colonisées, enfin sont récupérées, captées de tout un tas de façons différentes. Justement, en lisant peut-être sans doute Pomerantz, je crois, ce qu'on appelle les indentured servants en anglais, je ne sais pas quelle est la bonne traduction. Engagés, les engagés. Les engagés. En France, c'était les engagés. Ça a l'air d'avoir été une façon très importante de... Justement, c'est une colonisation intermédiaire. C'est le cas limite de gens qui sont loin et qu'on exploite sans vouloir complètement les anéantir. Oui, je réponds à ça. Enfin, moi j'ai un problème, je me demande si j'ai encore mon micro d'ouvert ou quoi par rapport à ça, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Sur cette question des questions. Répète de toute façon la question. Donc la question est de savoir, c'était plutôt plus qu'une question, c'est de souligner le rôle de ces engagés, c'est ce qu'on appelle les indentured labor là, du 19e. En fait, les indentured labor, ça va se développer. Il y a eu deux vies des engagés. Il y a une première vie qui est les engagés européens, qui vont être des forçats ou des gens qu'on attrape et qu'on envoie dans les colonies. Le statut d'engagé, c'est que quelqu'un paye le voyage pour vous, et le voyage coûtait très très cher à l'époque, en échange d'une obligation de travail pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et ça existait sur la base de main-d'œuvre européenne, française, anglaise, au XVIIe, XVIIIe, dans les plantations de tabac qui vont précéder le sucre, en fait, et l'esclavage. Et les esclaves vont déplacer ces engagés-là. Et les engagés vont revenir après l'abolition de l'esclavage dans les plantations anglaises et bientôt françaises, sous forme de main-d'œuvre indienne, principalement, un peu chinoise aussi, qui vont remplacer les esclaves, en fait, pendant une phase de 30-40 ans. Mais ça n'a pas été un grand succès du tout. Enfin, c'est vraiment une phase de transition où ils essayent de maintenir la plantation en l'état, mais en fait, très vite, surtout les produits tropicaux, ce qui va se passer à la fin du 19e, c'est le déplacement des grandes plantations par de la production paysanne, qui est bien plus compétitive, parce qu'elle n'a pas ces investissements énormes dans les bâtiments, qui n'a pas ces contraintes de surveillance du travail qu'on peut avoir avec les esclaves, etc. Donc avec un marché, dans ce cas. Oui, avec un marché. Oui. Une petite question pour madame sur les cercles de sorcières, parce que là, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est que quand je suis à la forêt d'Orléans par chez moi, et qu'on va récolter des champignons, très souvent, les vieux papis nous racontent que les cercles de sorcières, ça va plus autour des souches enterrées. Oui. Et vous dites qu'apparemment, à l'heure actuelle, les connaissances scientifiques nous permettent de savoir les champignons. On constate, mais on ne sait pas pourquoi. Oui. Répétez la question. Alors, je présentais les rondes de sorcières avec les sporophores de champignons qui forment finalement un cercle équidistant, un cercle
autour du point de départ de champignons. Donc ça, on le constate. Pas pour tous les champignons, mais quand même pour beaucoup. Et effectivement, on n'a pas d'explication pour l'instant à ce phénomène. Alors, quand même probablement un niveau... Alors, ce qu'on sait, c'est que les sporophores, pour qu'ils arrivent, c'est qu'il y a souvent des conditions d'épuisement du milieu, des choses comme ça. Donc peut-être que c'est le temps que le champignon met à pousser, qui, à ce stade-là, arrive à couvrir le milieu à cet endroit-là. Donc c'est une explication, mais comme tous les champignons ne le font pas, c'est un peu pas complètement sûr. Et du coup, ça explique effectivement autour du tronc, des souches, des choses comme ça, c'est parce que le champignon a colonisé cet arbre-là, qui peut-être d'ailleurs est mort à cause du champignon, et du coup, on a le rond social autour. Effectivement, mais même au niveau des cèpes, on les ramasse, on colonise les chênes, les racines de chênes. Pour le coup, ils ne tuent pas, hein, c'est pas un parasite, mais on observe aussi des... Alors, c'est pas un vrai rond de sorcière, malheureusement, pas autant de cèpes que ça, mais en tout cas, ils sont souvent autour de l'arbre, qui est colonisé. Ce que tu veux dire, c'est que la fructification correspond à un stress par rapport à une absence de nutriments? Oui, alors en fait, c'est ça, la reproduction sexuée qui est à l'origine du développement du carpivore, là, sporophore, c'est toujours lié à... L'idée, c'est de faire des spores qui vont disséminer, c'est parce que du coup, sur place, il a plus ce qu'il lui faut. D'accord. Enfin, c'est un peu schématique, mais globalement, c'est ça. Comme la floraison est souvent la réponse à un stress hydrique. Voilà. Tu vas avoir des fleurs, tu n'arroses pas tes plantes. Ça marche pas mal pour les enfants. Ok, j'ai des questions. D'abord, François, je peux attendre, enfin, si tu veux faire prendre une question à distance, ça peut pas poser la même. Ok. Donc, j'ai deux questions pour Benoît. La première, si nous nous projetons un instant vers une société construite sur un métabolisme dit solaire, à la fin du siècle, peut-on imaginer au contraire qu'il y ait moins de guerres et moins d'hégémons parce que les nations auraient davantage besoin d'échanger? En effet, les productions des sociétés seront plus variables et nécessiteraient plus d'échanges entre pays d'une année sur un autre. Question compliquée. Ah oui, pardon, oui, le micro est coupé. En fait, j'y crois pas trop qu'on va basculer sur... Enfin, sauf catastrophe, qu'on revienne à un métabolisme solaire tel qu'on est parti pour l'instant. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la situation de compétition à l'échelle internationale, elle est première, elle est structurante, et elle va rester là, et va interdire d'une façon d'accepter d'avoir moins de puissance, et donc de consommer moins d'énergie et de matière. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est bête, mais embêtant en même temps pour nous. Deuxième question, parce qu'en fait, ils sont un peu liés. Pourquoi, qu'est-ce qui rend une guerre mondiale impossible? C'était affirmé comme une évidence, mais cela ne semble pas évident. Ben, elle est impossible comme voie à l'hégémonie dans le sens où elle risque de se traduire par la disparition de l'humanité, ce qui fait que même si un hégémon sortait, il n'aurait pas grand-chose à dominer dans la sphère. En fait, c'est le nucléaire hein, qui effectivement interdit, à mon avis, que ça puisse, que l'accès à l'hégémonie puisse se traiter par la guerre, par une guerre mondiale en tout cas. Ça n'exclut pas la guerre, mais une guerre mondiale qui permettrait de s'imposer à l'échelle. Oui, Thomas, est-ce que tu peux développer un peu la question de la distribution de l'énergie aux cellules et en quoi le fait de distribuer de l'énergie sur 10 puissance 20 ordres de grandeur peut nous apprendre éventuellement des choses sur la distribution de l'énergie sur les 9 ordres de grandeur de nos sociétés humaines? Alors, dans les auteurs là, de la théorie de... j'ai cité l'un des auteurs, hein, Jeffrey West, un physicien, un spécialiste des écosystèmes, James Brown, et puis Enquist, hein, leur postdoc, donc les trois, ont développé donc, cette théorie selon laquelle la relation entre
puissance métabolique et taille des organismes vient de trois exigences qui sont l'optimisation ou la distribution de l'énergie dans un réseau pulsatile comme dans les organismes avec un cœur ou laminaire comme dans les plantes, un système vasculaire, donc minimisation de la dissipation énergétique. Deux, contraintes de remplir tout l'espace de l'organisme, il n'y a rien qui est mort, hein, en tout cas dans les animaux. Et trois, qu'il y a une contrainte aux extrémités universelles, les cellules ont toutes les mêmes besoins et ont besoin d'être en proximité de la dernière arrivée d'oxygène à une distance critique et universelle qui est la loi de diffusion de l'oxygène. Donc à partir des trois contraintes, on retrouve la loi de Kleiber. Et au début, ils l'ont développé pour rendre compte de la loi de Kleiber, c'est-à-dire des plus petits organismes multicellulaires, les petites musaraignes ou les insectes même, jusqu'aux plus gros mammifères terrestres et aquatiques. Et après, ils ont eu d'autres travaux où ils ont essayé de pousser l'argument plus loin, en disant qu'il y avait une loi de Kleiber qui valait aussi pour les organismes invertébrés, les insectes, voire même les cellules. Et ils sont même allés plus loin en disant que même dans une cellule, la distribution de l'énergie répondait à une loi de Kleiber dans laquelle il disait le réseau de distribution de l'énergie serait en fait le réseau de mitochondries, etc. Ça, je crois que c'est quand même assez contesté. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mais en tout cas, il semble suggérer que dans tout système qui a une certaine dimension, il existe des réseaux de distribution. C'est vrai que quand on regarde le réseau de mitochondries dans les cellules, c'est pas du tout aléatoire. Il y a un réseau assez complexe à la fois de mitochondries isolées, mais également de tubes. Donc, je n'ai pas encore fait une analyse dans la littérature critique de ces affirmations, mais en tout cas, il prétendait que le circuit de distribution de l'énergie est une contrainte universelle. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage de Brown, que je n'ai pas le temps de mentionner à la fin, mais que je conseille à ceux qui veulent approfondir, donc dans l'ouvrage, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est en fait sur la loi de Kleiber et son explication physique que je viens de résumer telle qu'elle se trouve dans les organismes. Et la deuxième partie, en fait, qui est un régime différent, qui est la circulation, les distributions d'énergie dans un autre organisme qui sont en fait les villes. Donc en fait, Brown, West a commencé dans le début des années 2000 tout un programme de recherche interdisciplinaire autour de Santa Fe Institute sur développer une science des villes, comprendre ce qui s'y passe. En gros, les résultats, alors les données sont moins belles que dans les organismes, mais ce qui ressort de ce qu'il a proposé, c'est que alors qu'il y a un principe de distribution, de relation entre l'énergie, la puissance métabolique et la taille qui est sublinéaire avec un coefficient 3/4 dans les organismes, elle est superlinéaire avec un coefficient jusqu'à 1,25 dans les villes, et qui se traduit dans le fait que finalement, alors qu'il y a une économie d'échelle dans les organismes, il y a au contraire un retour sur investissement entre guillemets dans les villes, c'est dans une plus grande ville, prenons Paris ou New York, alors que dans un organisme plus grand, la consommation d'énergie, la consommation d'énergie, donc la puissance métabolique normalisée par volume ou masse en grammes de matière, décroît en raison du caractère sous-linéaire de la relation de la valeur dans un organisme. Dans une ville, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de grandeur, tout ce qui tourne autour des bienfaits immatériels comme la densité de médecins, densité de pharmaciens, densité de trucs pour retirer de l'argent, de boulanger, de cinéma, de tout ce que vous pouvez imaginer, mais également de choses négatives comme les meurtres, les risques infectieux et autres. Tout ça, en fait, augmente par normalisé sur 1 km² ou par habitant, alors que vous êtes dans une ville plus grande. Donc finalement, on peut le voir donc comme le lieu idéal de l'innovation, avec également les problèmes qui vont avec. Il est plus facile d'être infecté du Covid-19 à Paris, dans cette personne que vous pouvez rencontrer, que si vous êtes à la campagne. Mais en même temps, c'est là que vous allez pouvoir faire des innovations. Donc moi, quand j'ai lu ce livre, ça a complètement changé mon regard sur les villes. Ça a complètement changé mon regard sur les villes. Certes, dans les villes, il y a des problèmes, mais c'est quand même des lieux d'innovation. La consommation énergétique par habitant est plus faible quand on vit à New York que quand on vit dans la Creuse. Donc le rêve de la personne qui veut un retour à la campagne, en fait, c'est un rêve égoïste. En fait, si on veut
comment dire, penser la dépense énergétique par habitant, ça coûte, c'est largement optimisé d'être dans une grande ville, même si c'est moins agréable pour certains, que d'être égoïstement au fond du maquis corse. Pourquoi je dis égoïstement? Parce que si tout le monde voulait vivre comme ça, ben, ça serait impossible. C'est simplement impossible. Donc on peut penser une ville qui, il donne l'exemple à certains égards de Singapour, ceux qui sont allés pourraient sourire avec cette comparaison. Il y a certaines choses à Singapour qui sont intéressantes. La densité de végétation par habitant est très importante. On peut imaginer des villes dans lesquelles on corrige les problèmes, toutes les nuisances sonores, la pollution, le bruit, le crime, les maladies, etc. Mais c'est quand même un des lieux d'innovation, et c'est des lieux dans lesquels la dépense énergétique par habitant est plus faible. Le coût, en fait, qu'il faut pour mettre en place des installations électriques, de gaz et d'eau par habitant, elles sont réduites en raison de ces réseaux. Donc, si on essaie de transposer des organismes aux infrastructures, aux sociétés, on voit des points communs. Il y a les mêmes contraintes sur, comment dire, il y a une économie d'échelle sur les voies de circulation d'eau et d'électricité, comme dans un organisme, voilà. Mais tout ce qu'il y a de non matériel, les choses que l'on caractérise comme de ressort de l'innovation, etc. Il y a plus de scientifiques dans les villes que dans les campagnes, et il y a plus d'idées, de brevets, etc. dans les villes que dans les campagnes, et dans les plus grandes villes que dans les plus petites villes, etc. Et donc ça permet d'imaginer, en tout cas, si on pense notre siècle, quelque chose qui soit concentré sur les villes, qui essaye de corriger ses excès, de limiter ses nuisances, mais qui capitalise sur ses atouts. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ceux qui veulent approuver dans cette réflexion, je les invite vraiment à lire ce livre de Enquist, de Jeffrey West, parce qu'il développe de façon générale cette idée. Alors, je ne sais pas si c'était traduit en français, peut-être, oui. Ça s'appelle Scale en anglais. C'est un livre remarquable. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu dans la... François, tu l'as lu ce livre ou pas? Vraiment, je vous conseille de le lire. Parce que c'est vrai que c'est un côté... Moi, cette même année, donc il y a 2 ans où j'avais lu ce livre, quand on écoute les conférences de Jeffrey West, c'est vrai que, puisqu'il a un autre discours qui est extrêmement, comment dire, pessimiste. C'est-à-dire que soutenir une croissance, ça exige une cadence de plus en plus rapprochée d'innovation. Et on voit bien qu'il y a une certaine limite. Et si on ajoute à ça le fait qu'on est dans un paradigme énergétique fermé, c'est-à-dire que l'augmentation de notre empire, elle est sur Terre et non pas dans l'écosystème ouvert avec l'espace autour, étant donné que maintenant on consomme, comme tu l'as très bien dit, l'énergie fossile, les déchets, c'est une conséquence logique du second principe. Donc si on pouvait retourner à un paradigme ouvert où on utilisait l'énergie solaire, à ce moment-là, oui, il y aurait toujours une augmentation du désordre, mais sauf que ça serait pour en dehors de la Terre et pas simplement chez nous. Et donc ça, c'est vrai que c'est presque une limite physique incontournable. Donc c'est vrai, quand on lit ça, c'est un peu désespérant. Et puis en même temps, il y a tout ce discours sur les villes qui, moi, m'a réconcilié avec les villes. Et puis 2, qui laisse à penser, imaginer une voie de développement, d'innovation, qui peut être aussi moteur de croissance. Oui, EDS, prends la parole. Déjà, on me demande c'est quoi le titre du livre. Scale. Et le nom de l'auteur, c'est Jeffrey West, W-E-S-T. Ça se trouve sur Amazon et c'est peut-être traduit en français. Je vais regarder. Ensuite, j'avais une toute petite critique, c'est qu'on constate qu'il est rare de voir une ville dépasser 1 million d'habitants avant l'ère industrielle. Donc, considérant ça, même si on considère que les villes par habitant consomment moins d'énergie, les entités qu'on a actuellement, qu'on appelle les métropoles, posent un vrai problème du fait de la population au total. Ah, mais il y a certainement des problèmes dans les mégapoles, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais le tableau n'est pas que noir. Je veux dire, de même que j'ai dit que, par exemple, les organismes ont une durée de vie limitée, et c'est la conséquence directe du fait que il y a un vieillissement qui est directement corrélé au flux métabolique, c'est-à-dire que plus vous brûlez vite, et ben, plus la production de produits toxiques, hein, les ROS, les produits, les byproducts du métabolisme qui sont en fait, qui abîment l'ADN et qui concourent au vieillissement. Plus vous produisez vite, plus vous allez vieillir vite. C'est pour ça qu'une petite musaraigne, elle va mourir plus vite qu'un grand organisme.
Si vous voulez vivre vieux, vous êtes très grand, et puis vous n'êtes pas stressé, vous êtes tranquille. Si vous êtes petit et brûlez tout, statistiquement, vous pourrez moins vivre longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour les organismes. Mais pour les villes, on observe qu'en raison justement du fait qu'ils ont un mode de fonctionnement différent, super linéaire, par rapport à la relation métabolisme et taille, une ville peut vivre 10 000 ans. Jéricho, à côté de Jérusalem, c'est la plus vieille ville encore vivante qui vivait il y a 10 000 ans. Les villes, le petit village où vous êtes né, si vous étiez à la campagne, vous regardez, il y a 500 ans, il existait déjà. C'est incroyable quand on y pense, en fait. Je n'avais pas réalisé ça. Donc oui, il y a plein de problèmes dans les villes, c'est pas ce que je dis, mais il y a quelque chose de l'ordre de son mode de fonctionnement qui permet en fait une survie sur des très 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 grandes durées, par exemple, même en étant petit. Le petit village où je suis né, où j'ai vécu, eh ben, il existait il y a au moins 600 ans, alors que c'est 15 000 habitants. Je trouve ça amusant. Juste un petit point sur les villes. Sur les villes dans les sociétés solaires et sur les contraintes auxquelles elles sont confrontées, il y en a quand même deux qui les distinguent radicalement des villes des sociétés minières. C'est d'un côté, c'est des mouroirs. Les villes sont des mouroirs, on meurt plus en ville et elles ont généralement une mortalité supérieure à la natalité. Donc elles ne vivent que grâce à un flux permanent de migrants qui viennent de zones rurales. En fait. Les villes sont des mouroirs. À cause de la pression parasitaire, en fait, principalement. Et puis, il y a la contrainte du transport, et du transport terrestre en particulier. C'est-à-dire que, en fait, le transport terrestre est quasiment impossible pour nourrir une ville. Ça ne peut passer que par les rivières. Et donc ça aussi, j'imagine que ça, on doit pouvoir le modéliser plus ou moins. Mais il est clair, enfin, il y a des écrits de l'époque où les gens expliquent très bien. Je me rappelle plus, un des pères de la géographie allemande qui était propriétaire d'une grande ferme en Prusse et qui expliquait que lui, il ne pouvait pas transporter son blé au-delà d'une certaine distance parce que de toute façon, les animaux auraient tout mangé. Enfin, il fallait bien les nourrir, la force de traction, qui était une force de traction animale. Un complément de Petros? Non, juste que, par rapport à ce que dit Aurélien, donc c'est tout à fait vrai qu'il y avait des effets seuil quant à la taille soutenable des villes, mais parce qu'elles étaient contraintes sur le plan spatial et vertical. Donc on ne pouvait pas agrandir à plus de 5 ou 6 étages. Donc c'est le maximum des immeubles anciens parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Donc personne ne pouvait, enfin on avait limité ça, c'est arbitraire, hein, mais il y a toujours un seuil, c'est toujours arbitraire. Et puis sur le plan spatial, et c'est la question de transport que pour faire une idée, un espace doit être parcouru, je sais pas, en 1 heure ou 1 heure et demie. Et donc ça, c'est invariant dans le temps. Et quand on le fait à pied ou à cheval, ça donne lieu à une distance maximum. Quand on peut le faire en train, en RER ou en voiture, etc., où on va plus vite, la distance s'agrandit. Mais n'empêche, finalement, que du point de vue de la soutenabilité, la ville de 1 million d'habitants, c'est beaucoup plus soutenable parce qu'elle ne dépend pas de puissances élevées pour être parcourue ou montée en hauteur, alors que la ville la plus grande, sans puissance élevée, donc sans carburant qui permettent de mettre en place ces puissances, n'est pas praticable. Merci, c'est exactement ce que je voulais répondre. Et dans le livre de West, il explique exactement ça. Il y a un invariant qui est le temps pour traverser la ville. Mathieu, Ok, notre Mathieu directeur, voudrait intervenir. Donc, quand tu veux, Mathieu. Il faut qu'il allume son micro. Toi aussi, il faut que tu allumes le micro. Tu allumes le Le haut-parleur. parleur, peut-être. Ouais. Ah ouais. Souvent, c'est celui qui fait le son. Voilà. Alors, mes remarques sont sur l'exposé de Benoît Daviron, qui est très intéressant et qui, pour un historien, suscite plein de questions intéressantes. Je partirai de la fin. Il y a un bel article de Gavin Wright en 1994 sur le problème des ressources dans l'industrialisation américaine, qui faisait remarquer que alors que les économistes américains ont toujours dit que c'était l'exceptionnelle productivité de l'industrie américaine qui était à l'origine de la croissance, Gavin Wright disait c'est l'extraordinaire abondance des ressources
dans un espace merveilleusement privilégié et surtout merveilleusement conservé puisque les Amérindiens ne l'avaient jamais exploité. Et il disait la croissance américaine, c'était le fruit du saccage de ressources absolument extraordinaires, beaucoup plus que de l'ingéniosité des industriels américains. Et ça pose le problème de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique où on oublie que pendant 2000, 3000 ans, 4000 ans si on est en Méditerranée, on a méthodiquement, mais peu à la fois, épuisé les ressources, en particulier métalliques. Et que la croissance européenne se construit au XVIIIe siècle. Donc il faut quand même rappeler qu'avant l'industrialisation, c'est une très grande période de croissance, se construit sur des ressources qui sont en train de devenir très rares et du coup sur des séries d'innovations de petite échelle qui permettent de continuer à maintenir une population. Alors, un point qui est important, en 1300, la ville de Paris fait 250 000 habitants, ça en ferait aujourd'hui la 10e ou 12e ville de France. Donc les ressources renouvelables sont capables de maintenir, avec des moyens qui sont des moyens extraordinairement frustes, des populations qui sont des populations très importantes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut, quand on parle de renouvelables, dire que les ressources renouvelables, qu'il s'agisse de biomasse ou de solaire, sont construites au moins autant qu'elles sont recueillies. Les rivières n'ont pas normalement la capacité de faire tourner des moulins. Il faut les endiguer pour que les moulins se mettent à tourner. La Terre ne donne pas partout la même chose et il y a un bel article de George Grantham en 97 dans les Annales qui montrait que en France il y avait des espèces de pics de productivité aux sorties des villes entre 1750 et 1800, donc avant l'industrialisation, que la ville stimule de manière extrêmement forte la productivité des systèmes agraires. Donc il y a toute une série de points qui restent complètement à explorer, à mon avis, sur le fait que les ressources renouvelables, elles sont construites et donc si on veut les faire exister, elles doivent être reconstruites. Et que de ce point de vue-là, l'enquête historique, elle doit garder un œil sur la prospective, faute de quoi, je dirais, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, et surtout, elle ne vise pas au point juste, parce que c'est les questions que nous nous posons aujourd'hui qui permettent de comprendre réellement ce qui s'est passé hier de ce point de vue. Voilà, c'est tout, c'était une remarque pour une discussion qui probablement est à venir. Ouais, juste pour compléter, je voudrais ajouter, on a discuté sur la taille des villes, la taille de la ville en tant qu'entité géographique avec l'habitat, c'est une chose, mais genre, ce que disait Mathieu me fait penser, par exemple, à la ville de Paris avec l'approvisionnement en bois, autrefois par flottage. L'approvisionnement en bois, c'était depuis le Morvan, c'est-à-dire 180 km. Clamecy est à 180 km de Paris. Donc, quand on prend l'étendue de la ville, de quelle étendue on parle? Si on parle de l'étendue nécessaire pour l'approvisionnement en certaines ressources, ça dépasse très largement le cadastre, si je puis dire. Moi, j'aurais bien voulu... je ne veux pas parler. Juste réagir un tout, j'en ai pour 2 mots. Simplement, juste pour aller dans le sens de l'intervention précédente, pas juste celle-là, mais celle d'avant. En fait, d'une façon, on peut considérer que l'Amérique a rendu les Européens fous, quoi. C'est-à-dire que quand ils arrivent... l'Amérique était une corne d'abondance, non seulement parce que les
les Amérindiens n'avaient pas utilisé les ressources, mais parce qu'ils étaient tous morts. 95% de la population amérindienne, quand même, a disparu, en gros, du paysage. Et ça n'a pas toujours été un désert, c'est le résultat des maladies, hein, beaucoup plus que de la violence, mais du coup, d'un seul coup, c'est incroyable, c'est la corne d'abondance, effectivement. Et je voudrais souligner et rappeler un article vraiment super intéressant de Comfer et Fridolin Crossman, qui ont suivi, c'est vraiment un travail remarquable, ils ont suivi une famille d'Autrichiens qui part d'Autriche, donc système agraire européen, on gère la fertilité dans la durée, on a des forêts, on a des animaux, on a des champs, et on fait fonctionner tout ça depuis des générations et des générations. Ils arrivent en Amérique, ils abandonnent tout ça. Ils passent immédiatement au modèle front pionnier. Je m'en fous de la fertilité, quand les sols sera épuisés, je me déplacerai de toute façon. Et au bout de 30 ans, le rendement, il a été divisé par 5 et c'est la crise. Mais ça, c'est le résultat front pionnier, l'impression que les ressources sont sans limite. Et encore aujourd'hui, quand vous vous baladez aux États-Unis, on a toujours cette impression-là, de cette façon. Beaucoup plus qu'en Europe. Hein, où on voit bien que la contrainte, elle est forte. En Eurasie, en fait. Hein, c'est Eurasie versus néo-européen, en fait, la discussion. D'abord, François ? Oui, sur les champignons, visiblement, ils jouent un rôle à la fois dans la chaîne écologique, à la fois pour la matière et pour l'énergie. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus important que l'autre? Ou est-ce qu'on peut voir leur rôle dans la chaîne? Dans la chaîne alimentaire, ils sont fondamentaux en fait. Parce qu'il n'y aurait pas, on en discutait tout à l'heure, notamment les plantes ont réussi à vraiment coloniser l'espace terrestre grâce aux champignons. Parce qu'ils sont associés de façon vraiment très intime, notamment au niveau des arbres, des choses comme ça. Et c'est fondamental, vraiment, pour tout ce qui est végétal. Donc, évidemment, au niveau écologique, ils ont un rôle plus que fondamental. Pour l'énergie, je pense que pour l'instant, c'est pas quand même complètement au point. On n'a pas vraiment... Non, pas la nôtre, pas dans l'énergie, dans la chaîne écologique. Oui, c'est le rôle de l'alimentation. Non, mais parce que il y a la matière, c'est l'azote, le phosphore, etc. Le carbone, le cyclage de tout ça. Et de façon indirecte, ça permet donc aux végétaux de se développer. Donc la dégradation de la limite, c'est quand même les sols à le faire. La dégradation de la limite, c'est les sols à faire. Oui, quand même. Pardon, la dégradation de la limite, oui, c'est les champignons. Ils remettent le bois dans la chaîne alimentaire. Oui, à tel point que selon certains, quand il n'y a pas de champignons... Ici, j'ai l'impression que tous les micros sont coupés, j'entends plus rien. Ah oui. Oui, à tel point, ça je parle sous le contrôle de Philippe Sillard qui n'est pas là, qui indique qu'avant l'arrivée des champignons, on a pu avoir effectivement du pétrole et du charbon, qui est une voie effectivement de dégradation, et que l'arrivée des champignons fait que cette voie de dégradation disparaît au profit justement de la dégradation de la lignite qui va réinjecter de la matière organique dans le cycle du vivant. Le charbon et le pétrole, c'est antérieur aux champignons. Charbon. On dit surtout charbon. Surtout charbon, oui. C'est le champignon qui n'a pas fait sur l'assiette. J'avais une question sur les distances de diffusion aux limites dont il était question sur les cellules et pour les champignons en parallèle sur les distances de diffusion dans la digestion à l'extérieur. Est-ce que, c'est pas une question très bien posée, mais est-ce que vous avez des conditions limites qui finalement se ressembleraient ou au contraire il y a une différence qui serait quand même assez importante? C'est-à-dire est-ce que, au fond, la question dans ma tête est liée à la topologie que prend l'organisme. Dans un cas, le phylum il est divisé, il n'occupe pas tout l'espace, puisqu'il il faut que le nutriment arrive par la terre autour du thalle, enfin du mycélium. Tandis que les conditions limites pour les organismes au moins animaux, c'est plus plein. Et bon, il faut que cette histoire d'oxygène qui arrive au bout marche quand même. Enfin, est-ce qu'il y a des comparaisons qui s'imposent, qui seraient analogues, ou est-ce qu'au contraire, il faut considérer chaque chose séparément? La fonction, il faut voir, que dans un organisme, évidemment, la fonction à remplir, c'est qu'il faut occuper tout l'espace pour qu'aucune cellule ne meure, étant donné la distance caractéristique de diffusion dans le temps nécessaire pour que la cellule ne meure pas. Donc, je ne sais pas à cette distance, mais on pourrait la calculer
Et j'imagine que c'est de l'ordre de quelques fois la longueur d'une cellule. En ordre de grandeur, peut-être que je me trompe, on peut vérifier facilement la diffusion d'oxygène dans un milieu aqueux. Et puis, une cellule a besoin en gros d'oxygène toutes les quelques secondes. Et le micro est allumé? Non. Non, je ne suis pas connecté à Il y a Zoom. Ah, donc alors c'est juste celui-ci qui est. Oui, d'accord. Donc je peux parler, voilà. Et donc, Il il y a- faut se souvenir que c'est 50 microns à peu près. voilà, donc voilà, c'est ça, c'est quelques unités de longueur de cellule. Merci François pour le chiffre. Donc à partir de là, le réseau sans l'architecture, c'est d'arriver à occuper tout l'espace, d'où son caractère autosimilaire, fractal, machin chose. Et mais la contrainte, c'est ça, c'est qu'on dans un risque, on veut que le réseau puisse se distribuer à tout le monde. Dans le cas des champignons, la fonction, là, c'est d'arriver à peut-être de récupérer le maximum de ressources dans un espace. Il y a une continuité chez les champignons. Une partie du tal à l'autre, il peut y avoir diffusion d'informations, de nutriments, de choses comme ça. Il n'y a pas les cellules ne sont pas fermées, en fait. Ça ne me semblait pas, évidemment, autosimilaire comme réseau aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit... Par contre, au niveau des distances, pour le coup, une nid de champignons, ça fait une petite dizaine de micromètres en moyenne. Et donc, probablement que les 50 micromètres autour, c'est pas complètement aberrant. À la fin, ça occupe tout l'espace, en tout cas. Alors après, ça occupe tout l'espace, mais autour de l'IF en elle-même, on est... Et là, en fait, la sécrétion d'enzymes et l'absorption, c'est qu'à l'extrémité des ifs. Oui, c'est plutôt les apex, oui. D'accord. Là, on veut en fait qu'il y ait une densité d'if d'extrémité à peu près homogène dans l'espace. Ouais. Ce qui est le cas bon, pour le sang, en fait, l'oxygène peut diffuser un peu partout. Hein. Il ne peut pas diffuser que à l'extrémité des capillaires. Mais dans le cas des ifs, il n'y a pas vraiment, mais un petit peu quand même, des branchements principaux et des branchements secondaires. Tu as des branchements principaux qui suivraient une loi à 60, normalement symétrie ternaire, quoi, tu vois. Et après, il y a des branchements secondaires qui auraient l'air d'être perpendiculaires. Ça, c'est très, très grossier, en fait, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est ce que vous avez montré dans votre article. Mais tu n'as pas simplement un processus autosimilaire comme on pourrait considérer le développement d'un réseau sanguin comme étant la diffusion d'un fluide à l'intérieur d'un autre fluide, comme certains modèles le font. Ici, c'est pas le cas. Tu as quand même typiquement deux mécanismes. Parce qu'après, une fois que tu as fait ton premier réseau, il faut combler. Parce qu'après, il y a un autre phénomène dans les animaux, c'est que donc en fait la viscosité du sang fait qu'il y a un certain moment, il y a une dissipation visqueuse qui fait qu'avec un cœur qui bat, il y a un moment où on ne peut même plus maintenir un système pulsatif dans un réseau très fin. Donc c'est pour ça qu'apparemment dans une petite musaraigne, d'abord chez l'homme et chez tous les organismes grands, en fait dans les capillaires c'est laminaire en fait. Il y a plus de, il y a un certain nombre de branchements au-delà duquel en fait la dissipation va être visqueuse et donc la structure est différente. C'est plus comme dans le système artériel où en fait on maintient la section du réseau à chaque branchement, comme chez les plantes aussi, qui permet de limiter, minimise l'impédance en fait du système. Mais quand on arrive à un système laminaire, c'est différent. En fait, on va plutôt même augmenter en fait la surface. Donc là, c'est pas les mêmes contraintes, mais dans les tout petits organismes, en fait, comme la petite musaraigne étrusque, en fait, elle brûle tout parce que pour maintenir une circulation dans ce réseau-là, en fait, c'est super dur. Donc il y a vraiment des contraintes assez différentes. Je pense que on ne peut pas comparer parce qu'il n'y a pas de centre. Enfin, les champignons, ils ont un faux centre qui est le départ du mycélium, mais sinon, c'est pas lui qui dirige. Il n'y a pas du tout cette notion-là, il n'y a pas de cœur. C'est vraiment... quelque part, chaque filament devient un peu indépendant pour sa nourriture, avec quand même un système de communication possible, mais c'est pas... Ce qui serait assez intéressant, c'est de voir si, parce que la loi la théorie de Enquist, dans leur papier initial là, de 98, il l'applique d'abord au système laminaire, donc pour les végétaux, et après il l'adapte avec une théorie hydrodynamique dans un système avec une impulsatilité, etc. Qui est un peu plus compliqué, mais retrouve la même chose. Donc en fait, leur théorie vaut pour les deux. Donc théoriquement, dans un système branché, alors, il n'a pas la même architecture, il faudrait voir si la loi de Kleiber vaudrait pour... Il n'y a pas de vaisseau, en fait. Non, mais c'est un système branché fluide, en fait, c'est un système de circulation... Il n'y a pas vraiment de circulation. Il y a une possibilité de circulation, c'est continu,
C'est une Il y a des question choses que qui j'avais sont envie de apportées. poser. C'est une question que j'avais envie de poser, c'est que qui dit grand organisme dit en fait exigence de communiquer entre les différentes parties. Alors la diffusion, ça devient complètement ridicule au-delà de quelques dizaines de microns. Au sens où même une cellule de 500 microns, en fait, la diffusion, ça ne peut plus marcher. On fait le calcul, il faudrait des heures pour communiquer à travers la cellule. Donc là, en fait, les solutions, il n'y en a pas une infinité. Il y a le transport, ou alors les systèmes de trigger wave, c'est-à-dire de front de communication avec un couplage spatial. Mais alors, dans les champignons qui sont si grands... C'est juste un système de transport. C'est Et sûr, il y a c'est des hydraulique. tubules, des choses comme ça. C'est hydraulique, en fait. Est-ce qu'ils ont un système hydraulique de flux? Parce que dans les slime molds, par exemple, c'est ça. Hein, il y a un système vasculaire avec un flux fermé. C'est ce qui se passe dans le Physarum, par exemple, cet organisme qui peut être assez énorme. En fait, là, il y a un flux fermé. Mais là, en fait, on est sur un système qui move. Mais là, le champignon, il y a une paroi, en fait, qui est rigide. Donc, on ne peut pas faire ça. Non. Donc, comment ça communique d'une extrémité à l'autre? Je ne suis pas complètement sûre que ça communique complètement d'un bout à l'autre sur des grands... sur plus que quelques... Enfin, c'est des questions qu'on se pose beaucoup d'ailleurs sur les études-là. Ce qui est sûr, c'est que à distance pas trop loin, ça communique notamment grâce au réseau de microtubules, d'actines et des choses comme ça, avec un transport actif qui Ça, nécessite c'est de un micron l'énergie. par seconde, la vitesse caractéristique. Donc on peut ramener des choses d'un endroit vers les extrémités, essentiellement, puisqu'il faut construire les parois, les choses comme ça. Donc ça, il y a clairement ça qui existe. Et ça fait quand même quelques cellules de longueur. Est-ce que ça va vraiment au-delà? C'est intéressant de penser à un organisme qui occupe un grand espace et en fait qui peut-être ne peut pas communiquer d'une extrémité à l'autre. En fait, c'est comme si on est dans une ville et on ne pourra jamais savoir ce qui se passera de l'autre côté de la ville. Il y a plein de choses volatiles qui sont synthétisées par les champignons. Comment? Il y a des choses volatiles qui sont synthétisées par les champignons, donc qui peuvent passer éventuellement en dehors du champignon. Par l'atmosphère, par les choses comme ça, il y a des choses qui peuvent être utilisées. En fait, je pensais au réseau souterrain que vous avez décrit, etc. Donc ça existe clairement. Il y a notamment, il y avait une jolie histoire de charançon qui attaquait, alors je ne sais plus quelle plante, et via le réseau cellulaire, ça avait, on imagine, prévenu, c'est un bien grand terme, mais en tout cas, des plantes plus éloignées ont été préparées et n'ont pas été sensibles à l'attaque du charançon. Donc ça a été vraiment démontré qu'il y a un système de communication comme ça. Comment il passe? Est-ce que c'est vraiment par les filaments ou est-ce que c'est justement plus pour les composés volatiles ou... Ça, c'est plus... Parce que les plantes, c'est connu chez les plantes aussi, il y a des plantes qui, lorsqu'elles sont attaquées par des insectes, sécrètent des molécules qui diffusent et qui préviennent l'organisme. Il y a une partie du travail qui est fait sur le réseau des champignons qui consiste à regarder quelle est la forme d'équation qui régit le processus. Est-ce que c'est hyperbolique ou parabolique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un processus diffusif, auquel cas il y a ce que tu dis, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de processus diffusif? C'est un long que tu pourrais avoir un champ de pression et que finalement tout le monde a la même pression au bout des ifs, tu vois, des choses comme ça. Là, tu restreins le mode de communication par le nombre de pression. Par exemple, et ça fait partie des travaux qui sont en cours. Alors dans les plantes, les ondes de pression hydraulique, ça joue un rôle important. Hein. C'est dans la croissance des plantes, moi j'imagine que ça joue. Mais c'est intéressant de réfléchir aux stratégies de communication en lien avec la taille des structures, parce que c'est pas... on parle d'énergie, mais il y a l'aspect information aussi qui est super intéressant. Oui, j'avais une question. Et par rapport s'il y a un lien entre le métabolisme énergétique des organismes, certainement. Oui. Donc la question est s'il y a un lien entre le métabolisme énergétique des organismes et les stratégies de reproduction R et K. Stratégie de reproduction R et K. R étant, il y a un grand nombre de descendants que je sème, je veux voir ce qui se passe. Et la K étant, je fais peu de descendants et que je suis capable dont je suis capable de prendre soin, par exemple, comme font les gros mammifères. Et donc je mise sur la permanence. Oui, la permanence de l'espèce. Oui, d'accord. Voilà. Le pari, en fait, est que les peu de progéniture va atteindre l'âge adulte parce que voilà, il y a une structure de méga-organismes, en fait.
bien que enfin, ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut se dire, mais pourquoi l'évolution n'a pas plus généralisé des espérances de vie beaucoup plus longues? Justement, à cause de la limite des ressources. Ça peut certainement se dire que la limite des ressources nécessite qu'il y ait une mort des organismes au bénéfice de ce qui leur survit. Alors, moi, je n'ai pas étudié particulièrement ça, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur, en tout cas, le fait que l'être humain a une espérance de vie à la naissance qui est complètement sortie à partir de 1800 de la ligne très générale qui relie, normalement c'est 1500 battements cardiaques par vie, et on en est à 3 en fait. Ça c'est à cause de la médecine, l'hygiène, etc. Et c'est très bien. Mais cette augmentation de l'espérance de vie, ça a un coût en termes de ressources. Enfin, je veux dire, actuellement, c'est un problème contemporain évident. Hein, je veux dire, ça coûte beaucoup d'argent de maintenir en vie un nombre finalement pas important. Alors dans les pays riches, c'est une part importante de la démographie. Donc c'est l'alimentation, et puis c'est tout dans les sociétés humaines, tout ce qu'il y a en plus pour assurer leur santé, leur confort, etc. Mais il faut parler aussi de ça, parce que c'est sûr que ça c'est quelque chose de culturel. Mais c'est quelque chose qui n'est pas peut-être aussi répandu, en tout cas à une échelle aussi importante dans d'autres communautés animales. Donc oui, il y a clairement un trade-off entre l'investissement pour les vivants et puis l'investissement pour la survie de l'espèce, et une stratégie de remplacement en fait pour permettre de durer. Bon là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment étudié ça d'une façon un peu systématique, quantitative à travers les espèces, mais je pense que ça serait c'est effectivement intéressant. Et aujourd'hui, on a un cas vraiment intéressant qui est le cas du Japon, où non seulement la population vieillit, mais elle diminue. C'est-à-dire que c'est une stratégie de reproduction, c'est une stratégie de non-reproduction. C'est ce qui va se passer en Europe. Hein. C'est assez étonnant quand même. En Europe, il y aura plusieurs dizaines de millions d'habitants en moins d'ici 2050. Et ça, mais là, on sort vraiment de toutes les courbes, quoi. Hein, oui. La logique du vivant, quoi. Ouais. C'est assez étonnant. Mais ça peut être lié aussi au fait que l'Europe devient une ville, grosso modo, parce que 90% de la population étant urbaine, il y a un peu ce que tu disais tout à l'heure, que la ville a un taux de reproduction insuffisant. Non, pas la ville moderne. Pas la ville moderne. Pas la ville moderne. Avec tous les systèmes Enfin, les taux de reproduction en ville sont plus faibles qu'en campagne. Non, même aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Tu sais, le taux de reproduction, il n'est pas extrêmement... Enfin, je ne pense pas qu'il soit si variable. Il y a l'éducation des femmes, surtout. Oui. Et leur possibilité de travailler ou pas. Le nombre d'enfants par femme est directement corrélé à l'éducation des femmes. Et en fait, c'est toutes les stratégies, par exemple en Afrique, c'est ce qu'il faut faire, c'est surtout l'éduquer, enfin l'école, éduquer les gens. C'est majeur. Autre question? C'était juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, qui présente l'investissement sur la santé comme un coût uniquement. Je n'ai pas dit uniquement. Non. Je dis aussi. Il y a un mot, enfin, ce qui s'est passé dans les 2 derniers siècles, c'est qu'on a les gens ont vécu de plus en plus longtemps, mais ils ont été éduqués aussi de plus en plus longtemps. Et parce que les choses à faire sont plus complexes. Et si on éduque plus longtemps, il faut pouvoir profiter de cet investissement un temps suffisant. Donc il faut aussi faire vivre plus longtemps. Donc c'est quelque chose qui a permis le développement. En quelque sorte, l'investissement sur la santé, c'est un investissement humain qui développe le capital humain. Oui, et puis on a beaucoup de raisons de penser que de maintenir en vie les personnes plus âgées, ça permet de bénéficier de leur expérience, qu'il y a un retour pour la société qui est utile, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas, à mon avis, que ce soit tabou de s'interroger sur le coût en fait, qu'a une économie, enfin, le coût par habitant. Regardons le coronavirus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est maladie qui tue principalement les gens plus de 65 ans, d'accord? Et actuellement, si jamais ça s'installe, ça va affecter durablement la formation des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Ça, c'est une réalité. Parce
scolarité en ce moment, pour les étudiants de 18-22 ans, c'est vraiment problématique. Et donc là, eux se sentent, et il faut les entendre, se sentent aujourd'hui mis sur la touche. J'ai entendu des témoignages, on les a tous entendus, et d'autres se comportent d'une façon, pas tous, mais d'autres, une génération, 68 ans, se comportent d'une façon totalement égoïste. Et ça, on le voit aussi. Et je schématise, hein, mais ces tendances, je pense qu'on les a tous vues, etc. Donc là, je pense que, enfin moi, je considère comme non tabou de parler de ça, mais dans un contexte plus général, moi, je pense qu'il faut évidemment faire en sorte que les personnes âgées puissent bénéficier de la santé, puissent bénéficier de la santé. Regardez l'Inde, par exemple, 1,3 milliard d'habitants, il n'y a pas de retraite là-bas. Il n'y a pas d'assurance maladie pour les gens qui ont plus de 65 ans, donc ils n'ont plus de métier. Donc c'est dramatique là-bas. Donc oui, ce qu'on a mis en place en Europe, et en France en particulier, c'est un atout énorme qu'il faut absolument protéger. Mais simplement, il faut voir le coût que ça a, et puis si on ne veut pas avoir un discours manichéen des uns contre les autres, il faut bien prendre conscience, néanmoins, d'une façon très chiffrée des choses, pour que les comportements puissent s'ajuster, pour que ce soit gérable. Enfin, moi, c'est comme ça que j'analyse un peu les choses. Et en fait, je ne sais pas si je peux me permettre, mais investir sur la prolongation de l'espérance de vie, c'est un signe d'abondance de ressources. C'est-à-dire que c'est un truc qu'aucune société ne peut se permettre de faire si elle n'a pas une abondance extraordinaire de ressources. Et de biomasse en particulier. Parce que c'est un retour et de biomasse en particulier. Et de biomasse alimentaire, entre autres, tu veux dire, oui. Parce que le retour sur investissement est chauffage, la clim. Il y a un retour sur investissement qui est très très faible, finalement. C'est-à-dire, il y a un gâteau, et si on doit donner de plus en plus du gâteau pour une population de plus en plus petite et de plus en plus fragile, c'est simplement que le gâteau ne cesse d'augmenter, finalement. Et donc ça, dans le monde des écosystèmes, est-ce que ça existait à un moment, c'est-à-dire la colonisation des espaces par les champignons et les végétaux, je ne sais pas si on peut faire... Typiquement, en moment de stress, ça va faire soit de la reproduction sexuée, soit d'autres choses pour partir loin. Tu laisses l'organisme qui ne bouge pas sur place parce que tu peux rien en faire, mais par contre, tu expulses ses spores ou autres le plus loin possible. C'est compliqué de développer ta métaphore. Si, ça... Henri, vas-y, oui, courage, Henri. Est-ce que si on met deux mycéliums de champignons de la même espèce, j'ai cru comprendre que ça allait en faire qu'un, en gros, quand ils se rencontrent, ils restent copains. Ça dépend. Non, enfin, ça arrive. Ça peut, ouais. Ouais. Par contre, s'ils ne sont pas de la même espèce, comment ils font ils se combattent ou ils restent simplement... moi, je t'achèterai la ressource et puis on va juste jouer sur la ressource. Non, il y a des vraies compétitions. C'est un milieu très très compétitif. Et sur la ressource, où ils se tuent Oui, ils se tuent. Ça aide pas beaucoup la métaphore, mais continue. Ouais. Ils se tuent, oui, ils synthétisent beaucoup de métabolites qui ont des actions. Les champignons, c'est la plus grande source de médicaments avec des antibiotiques, des antifongiques qui tuent donc les champignons d'à côté parce que lui, il veut manger et l'autre s'en fout. Et est-ce qu'il y a de la coopération interspécifique chez les champignons? Ils coopèrent avec les arbres, mais pas avec les autres champignons. Alors, ils ne coopèrent pas, par contre, chacun a ses spécificités. Donc, typiquement, sur la biomasse, ce n'est pas les mêmes espèces qu'on va retrouver au début, en fonction des molécules qui sont à dégrader. Puis, une fois que celles-là sont dégradées, finalement, ils ont tendance à disparaître et c'est des nouvelles qui apparaissent. Donc, ce n'est pas une vraie coopération. Ils ne mettent pas en commun leurs enzymes. Par contre, il y a une vraie succession en fonction des enzymes que chacun a et apporte pour vivre. On doit les récolter, je retrouve des différentes variétés sur le sol, sur le ça cohabite ponctuellement. Oui. Ça se mélange pas. Ça se mélange pas vraiment. C'est tout petit en fait. Hein, finalement, c'est du micron. Hein, donc, ils peuvent. On a l'impression qu'ils cohabitent. Mais... Michel. Une question sur le stockage de l'énergie. Quand on regarde le monde organique,
vous connaissez bien, le monde organique avant la révolution industrielle. De mon point de vue, il y a deux systèmes. Il y a le système des marchés du transport pour réapprovisionner en blé un peu partout. Donc on transporte très vite avec un signal prix pour que ça aille à l'endroit où on a besoin de blé quand il y a des aléas climatiques qui font qu'il y a moins de blé. Puis un deuxième système, c'est le stockage de l'énergie. On stocke énormément de blé partout, notamment en Occident, c'est vertigineux. Il y a des greniers partout, il y a des silos partout. Est-ce qu'on a dans le système plutôt biologique, est-ce qu'on a des équivalents de ce système social qu'on a développé depuis le néolithique maintenant, et qui avait pris d'énormes proportions dans le monde occidental, un système de stockage de l'énergie pour se préparer à des aléas et est-ce qu'on peut optimiser, parce que la complexité, c'est comment on optimise ça, sachant qu'il ne faut pas en avoir trop, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon calibrage, du bon stockage. Sur le stockage du blé, vous avez une idée de pendant combien de temps peut-on vivre avec ces réserves en France, par exemple? Dans les silos, quand on met des silos dans le sol, ça peut durer plusieurs dizaines d'années. Normalement, au bout de quelques années, il faut arrêter parce que ça se corrompt. Et on le stocke sous forme de blé, et pas sous forme de farine, une forme de blé, et on en trouve depuis très longtemps, enfin, ça a plusieurs milliers d'années. Le stockage du blé en sol, c'est... Mais typiquement, il disait la quantité, il disait pas est-ce qu'il se conserve longtemps, il dit on a combien de réserves. Par exemple, le pétrole, on a un mois de réserve stratégique, en blé, on a combien de réserves? 3 mois. Alors en ce moment-là, je sais pas. 3 mois. Typiquement. Non, mais de toute façon, le sujet du stockage du blé dans les sociétés plus récentes, c'est que c'était confidentiel. De toute façon, c'était un sujet stratégique et les pays ne voulaient pas donner leurs réserves de blé. Il y a eu un scandale récemment sur les réserves du blé en Inde, qui se corrompent parce qu'elles ne sont pas très bien entretenues. C'est là qu'on a su que les stocks n'étaient pas très bien gérés, mais on n'avait pas de chiffres. En France, vous devez vivre 1 an avec les réserves de blé ou pas? Il n'y a plus de gestion, publique en France depuis plusieurs dizaines d'années, parce qu'on considère que le système est autosuffisant en stockage privé. On n'a pas les mêmes stocks en fin de récolte. Oui. Il y a déjà toute la partie du stock qu'on garde pour l'année suivante. Donc pour le vin, là, faut faire. Mais sur l'équivalent dans le monde vivant, les oléagineux, c'est ça. La matière grasse qui va être stockée dans une partie du fruit ou de la graine, c'est... Alors, pour répondre à votre question quand même, parce que puis François faisait un petit geste, oui, il y a du stockage dans les organismes vivants. Hein. Il y a du stockage de ressources, alors pas d'oxygène, mais en fait, il y a tout des voies métaboliques. Là, je parlais de la glycolyse directement avec le sucre. Hein. Le sucre, ça, c'est une consommation directe, mais à partir des corps gras, d'abord, il y a une transformation du métabolisme des sucres en gras. Quand on prend trop de sucre, en fait, le problème, c'est que ça fait du gras, comme on le sait. C'est pas le sucre qui est stocké, on n'a pas des réserves de sucre ou du sirop sous la peau, et puis, pourquoi pas. Et puis le gras, après, peut être retransformé pour alimenter cette voie métabolique. Donc, oui, on peut stocker de l'énergie, et c'est ce qui permet à des organismes même de passer entièrement l'hiver. Les ours polaires, enfin, tous ces organismes-là, les ours ou d'autres, ils font des réserves de gras, et après, ça Pourquoi les abeilles stockent du sucre, tout le monde stocke de la graisse? Mais c'est beaucoup mieux la graisse, ça stocke pas plus la graisse. On peut stocker de l'amidon aussi. Oui. Le nombre de calories à peu près. Non, c'est... Enfin, la graisse, c'est un rapport 9 à 4. Est-ce que c'est pas suffisamment? Non, globalement, les graisses et les carburants liquides, ça peut être pareil, c'est 35-39 mégajoules par litre. Il n'y a pas de facteur 2. Après, il y a c'est très voisin. Enfin, tous les esters gras, globalement. Non, mais pour l'alimentation, quand tu manges des lipides, tu as 2 fois plus d'énergie par unité de masse que quand tu manges des glucides. Ah oui. Oui, je voulais revenir sur la remarque de tout à l'heure de monsieur le dernier intervenant. Quand vous avez parlé des céréales, vous avez parlé d'elles comme d'un puits d'énergie. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur les cultures de céréales du rapport entre l'énergie investie dans toute la chaîne de production et celle qu'on récupère dans les céréales? Alors, c'est un vaste débat, ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est très compliqué de savoir comment mesurer l'énergie investie dans l'agriculture. Ce qu'on sait, c'est que tendanciellement, ça au niveau bord-champ, hein, les produits agricoles sortis bord-champ, en fait, le rendement, le ROI, là, a nettement baissé entre 1930 et 1970, que depuis, il s'est stabilisé, remonté. Alors, à quelle valeur, c'est plus compliqué, ça. À quelle valeur, c'est compliqué parce qu'on a des résultats. Pimentel, là, qui a été un des pionniers là-dedans, lui, il arrivait à un maïs qui était pratiquement avec un rendement énergétique, je crois, de 0,7 ou 0,9.
Donc avec un rendement, une production d'énergie inférieure à l'énergie investie dedans. Mais en fait, c'est très compliqué ces calculs d'énergie parce que comment est-ce que vous allez comptabiliser l'énergie du farmer là, qui va produire du maïs aux États-Unis? Est-ce que vous comptabilisez juste son travail? Est-ce que vous comptabilisez ce qu'il consomme pour pouvoir travailler? Est-ce que vous comptabilisez tout ce que sa famille consomme pour que ce farmer existe là et puisse travailler? Enfin, ce genre d'astuces c'est vite compliqué quand même, hein. C'est vraiment tordu. Après, donc si on garde le même système de mesure, on a eu une baisse et puis après une stabilisation. En revanche, ce qui ne s'était pas stabilisé dans le système alimentaire pour les aliments, c'est la consommation énergétique du reste de la filière. En gros, aux États-Unis, d'après les estimations et les chiffres qu'on a, on a un rendement de 17%, c'est-à-dire qu'il faut 6 calories à peu près, essentiellement fossiles, pour avoir une calorie. On ne compte pas la photosynthèse, hein, bien sûr, le soleil, en fait. 6 calories pour une dans l'assiette du consommateur final. Tout compris, hein, transport, stockage, frigidaire, etc. C'est évidemment pas viable, hein, ça. Enfin, pas durable, quoi, en tout cas. Oui, pour les graisses, bon, le facteur 2, oui, je me suis rappelé, effectivement, le glucose est déjà un peu oxydé, c'est vrai. Mais il ne sert pas de stockage dans les plantes, le lipide. Il servait pour moi, dans les graines surtout, à pouvoir être gelé, relancer la machinerie. Enfin, c'est l'idée que je m'en étais faite parce que je n'avais pas vu d'explication très fondamentale, disons, du rôle des lipides dans les plantes. Ça permet de faire les mixtes protéines-lipides, ça permet de passer l'époque de l'hiver pour les plantes et que ça regerme ensuite. C'est au niveau des germes qu'il y a la graisse. C'est pas... C'est pour faire du données. Oui, c'est certes Dieu y a pourvu, mais... C'est un stockage qu'il faut voir au niveau de l'espèce et non pas de l'individu plante. C'est un stockage, c'est la forme de stockage énergétique de l'espèce et qui va lui permettre de perdurer de saison en saison. Oui, de saison en saison, mais pas plus. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, et encore, la réserve est que pour à l'échelle vraiment du germe. Oui, oui. L'huile, on a la chance que l'olive fait beaucoup trop d'huile par rapport aux besoins de la graine elle-même. Oui, parce que le noyau, je ne sais pas comment le terme botanique. Non, mais peut-être aussi que les corps gras servent à rendre le produit plus goulayant pour certains animaux qui vont le manger, disséminer, on sait rien. Oui, il y a eu ça. Oui. Pourquoi pas, hein. En tout cas, nous, on mange du... Pour le pulpe des fruits, oui. Hervé ? Oui, c'était plus du débat, donc rebondir sur le fait que 6 fois plus d'unités d'énergie pour amener une unité d'énergie alimentaire, c'était pas durable. Je pense que c'est plutôt une question qu'il faut poser, parce que ça pose la question du rendement de l'économie biologique ou solaire. Solaire dans le sens ancestral du terme, tel que vous l'avez défini, et pas solaire dans le sens des panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre aujourd'hui, parce que la question, elle est vraiment sur le rendement de conversion de l'énergie qu'on reçoit. Et en fait, sur l'ordre de grandeur, je m'inscris d'abord en faux, mais c'est vraiment pour la discussion. Le facteur 6, c'est tout à fait faisable, parce que la biomasse, elle convertit de l'ordre de 0,5% de l'énergie reçue en énergie utilisable. Alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes qu'on peut mettre face au soleil et qui convertissent 20%. Donc là, on a un facteur 40. Donc dire qu'on a un facteur 6 et que ça ne serait pas viable. Mais on voit que de 6 à 40, c'est pas tant que ça non plus. Donc on voit qu'il y a une tension et qui va être celle de comment est-ce qu'on déploie les technologies modernes solaires pour rendre compatible notre système avec l'alimentation de 9 milliards d'humains. Donc c'est plus optimiste que ce que vous avez dit, mais on voit quand même que ça pose une difficulté. On ne peut pas avoir plus que le facteur 200, puisqu'on est à 0,5%, et on n'aura jamais plus que 100%. Pour les physiciens, on pourrait raffiner quand même, mais du coup, voilà, je ne voudrais pas qu'on finisse sur c'est pas possible du tout. C'est pas le cas. 0,5%, ça vient d'où? Moi, c'est en gros ce qu'on constate dans la conversion à un champ de... Le rendement de la photosynthèse. C'est le nombre de kilowatts reçus par mètre carré de soleil. Et puis... converti dans l'énergie de la plante totale.
La biomasse produite par rapport à la surface. Non, mais l'output, c'est l'énergie mesurée comment? Par combustion. C'est l'énergie chimique totale On ne peut pas récupérer plus que par la combustion. Non, c'est sur la lampe. Non, mais 0,5%, c'est pas une limite, c'est une moyenne sur la plante. Face au soleil. Et puis, c'est une moyenne qui intègre, disons, des contraintes qui peuvent venir d'ailleurs, du manque d'eau. Ouais, d'accord. Si vous avez tous les bons ingrédients, vous pouvez avoir beaucoup plus que ces 0,5%. Donc par kilo de matière, ce qui est reçu versus ce qui peut être récupéré, c'est de l'ordre de 0,5%. Oui. Mais dans votre calcul, alors j'ai deux questions par rapport à ça. C'est dans les 20% des formidables panneaux solaires, est inclus l'énergie grise qui a été nécessaire pour les produire? Non, mais les 20% sont ce qu'on sait déjà. Je ne l'ai pas dit, j'ai fermé le débat en disant vous voyez bien que c'est possible. C'est effectivement, que veulent dire ces 20%, mais ces 20% ne sont pas une limite. D'accord. Et l'autre point, c'est que un des enjeux sur lequel on est confronté, c'était ce que je voulais ouvrir avec la bioéconomie, c'est que vous allez avoir besoin de biomasse, pas seulement pour vous nourrir demain, mais pour se loger, pour s'habiller, pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'éclairer, etc. Et là, regardez cette pièce. Ce qu'il y a dans cette pièce, avec quoi on vit aujourd'hui. Les matériaux qui sont utilisés. Où est la biomasse? Sur le photovoltaïque, il y a eu l'expérience espagnole a permis de faire une première étude de IROG du photovoltaïque. Elle est contestable certainement. Ils étaient à 3-4. Oui, mais bon. Ce qui est déjà beaucoup par rapport aux plantes. Elle mérite discussion. Petros, tu voulais ajouter un petit Non, c'était par rapport à cette discussion-là que le 0,5% de la photosynthèse, déjà, c'est la photosynthèse nette, pas la photosynthèse brute. C'est-à-dire que la plante photosynthétise plus que ça, mais elle se sert d'une partie de l'énergie chimique qu'elle a stockée pour son propre métabolisme. Donc c'est le produit net final. Et donc la comparaison avec le panneau photovoltaïque n'a aucun sens, parce que c'est pas du tout un système complet, quoi. Mais on a déjà eu cette discussion. Mais non, je ne suis pas d'accord que tu dis que ça n'a aucun sens. J'ai dit qu'il y avait un facteur 40 et qu'il fallait chercher ce qu'il y avait dedans. Non, mais le facteur 40, il est fictif. Non, attends, le facteur 40, ce que je dis, il est fictif. Non, il n'est pas fictif, on pourrait dire, pourquoi ne pas prendre la photosynthèse brute alors de la plante? Je vois que tu avais parlé de l'héroï de l'agriculture. Ah bon? Non, oui, après il y a la question de la biomasse, de l'héroï de l'agriculture, etc. Donc là, effectivement, il y a une difficulté majeure qui est méthodologique pour savoir, comme l'a dit Benoît, quel périmètre fonctionnel tu vas considérer. Donc il a donné l'exemple de qu'est-ce que tu comptabilises comme investissement énergétique de la part du fermier. C'est sa force musculaire, son assiette complète, son, je sais pas quoi, y compris ses vêtements, où tu t'arrêtes. Si tu n'as pas de fermier, tu as des machines, comptabilise l'usine qui a fabriqué la machine, où tu t'arrêtes avant la machine elle-même. Donc il y a toute une série de problèmes méthodologiques. Mais après, moi personnellement, j'ai déjà entendu ce chiffre que chaque calorie présente dans l'assiette du consommateur avec un rapport 6. Représente x6 de calories, enfin d'équivalent énergétique pour être mise en œuvre, être produite, acheminée, etc. Moi, je ne crois pas à ce chiffre. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a un ordre de grandeur, il y a un exercice d'ordre de grandeur intéressant à faire, de prendre les calories alimentaires de la France, multipliées par 6, et comparer à l'énergie pétrolière, enfin à l'énergie du pétrole consommée par la France, et voir quelle est la part de l'agriculture dans la consommation de pétrole. Et on sait par top-down que l'agriculture consomme entre 5 et 10% de l'énergie au niveau national. Donc si on applique ce facteur 10, je pense qu'on va, ce facteur 6, je pense qu'on va se retrouver avec une part sur-représentée
de l'agriculture dans le bilan énergétique du pays. Ben, on fait La le France calcul produit parce que je beaucoup pense quand que c'est même, pas si faux que ça. Ben, On n'est pas si loin que ça, Pedros. L'héroïque telle que tu le calcules, c'est une autre méthode, ça donnerait quoi à peu près? Nous, on l'a calculé avec un périmètre défini et on trouve un truc de 4. Donc positif. Au niveau porchant. Mais au niveau on s'arrête à la ferme. On n'intègre pas l'industrie agroalimentaire. Mais on a une discussion dans l'article et on montre que si tu intègres l'industrie agroalimentaire et je ne sais plus quoi d'autre, pas le transport, etc., effectivement tu diminues et tu arrives à un ROI peut-être de 2. Mais après, la question, donc le 1 pour 6, si tu inclus aussi l'énergie utilisée par le consommateur pour cuire sa nourriture, etc., bon, effectivement, tu peux faire exploser les trucs. Mais est-ce que tu tiens compte du consommateur qui brûle sa nourriture dans son four ou dans sa poêle et doit la mettre à la poubelle? Donc dans ce cas-là, tu as un ROI de 0. Parce que tu as eu toute la chaîne qui t'a produit, acheminé, t'a réfrigéré l'aliment et t'est servi, et finalement, le téléphone sonne au mauvais moment, et, donc tu récupères rien finalement. Donc c'est-à-dire, il y a des problèmes méthodologiques, là je caricature un peu, mais qui font que c'est extrêmement difficile de répondre à la question de manière complète. Mais cet exercice d'ordre de grandeur, c'est-à-dire prendre la production de calories agricoles françaises, et multiplier par 6 et la comparer à la consommation de pétrole de la France, je pense que c'est un bon exercice à faire pour voir si le 1 pour 6 est proche de la réalité. Dernière petite intervention. Mais il faut faire attention quand on va conclure ensuite. Quand on parle d'énergie dans les systèmes vivants, parce que la construction est comprise. C'est-à-dire un organisme utilise de la chimie et éventuellement du soleil pour... alors on peut le comptabiliser en énergie, mais il se réplique avec ça. Donc le problème du panneau photovoltaïque, c'est qu'il ne se réplique pas. Donc son rendement est merveilleux. Oui, évidemment, puisque c'est quelqu'un d'autre, entre guillemets, qui le fabrique, tandis que l'organisme se reproduit lui-même, c'est inclus dans son rendement. Donc pourquoi la photosynthèse est faible? On peut en discuter longtemps, mais il y a une part du fait qu'elle n'optimise pas son rendement énergétique, elle optimise sa reproduction. Enfin, pour autant que l'évolution optimise, elle n'optimise pas, mais disons, l'évolution biologique inclut le fait que l'organisme se reproduit et va survivre dans les générations futures. Le panneau photovoltaïque, il va mourir, ne passera pas le 21e siècle, c'est tout ça. Ça favorise aussi la propre défense en dehors de la reproduction. Peut-être qu'on aura le panneau bio photovoltaïque. Exactement, mais le panneau photovoltaïque, quand je dis le panneau photovoltaïque actuel, il n'y en a aucun qui passera le 21e siècle. C'est pratiquement une certitude. D'ailleurs, ce qui est dans ce que tu cites, c'est que quand tu regardes les rendements dans les roadmaps, tu regardes les rendements du photovoltaïque organique, et le photovoltaïque organique, il est à 4-5%. À partir du moment où tu as décidé de te mettre dans la contrainte organique qui est je fais comme Dame Nature, je fais de la technologie mais avec des chaînes carbonées comme Dame Nature, paf, tu retombes beaucoup plus près des rendements qu'on a cités pour la photosynthèse. Mais les plantes, elles n'optimisent clairement pas la photosynthèse. Il y a plein de mécanismes antagonistes dont il y a tout ce qu'on a la photorespiration, les choses comme ça qui diminuent nettement les rendements de la photosynthèse, mais qui servent à la plante pour d'autres choses. On doit d'abord survivre. Le but de la vie est d'abord de survivre. Voilà. Bien. On termine ici, donc? Oui. Merci Des bonnes beaucoup. conclusions, c'est le but de la vie, c'est de survivre. Merci à tous. Merci à tous.